Nous n'avons pas besoin de ton argent de poche, Harry le père de ma femme a mon offre d'aide. C'est une entreprise de 50 millions d'euros. Ma femme a eu un sourire narquois. J'ai discrètement envoyé un message à mon gestionnaire de placement, retirer tout soutien du groupe de La Roche. Leur réunion d'urgence du conseil d'administration commençait dans 10 minutes. Mon beau-père a balayé mes inquiétudes concernant les finances de son entreprise d'un rire qui a résonné dans la salle à manger de leur domaine. Nous n'avons pas besoin de ton argent de poche, a dit Henri, me coupant en pleine phrase tandis que ma femme, Élodie, souriait narquoisement de l'autre côté de la table. J'ai discrètement sorti mon téléphone sous la table et envoyé un message à mon conseiller financier pour qu'il retire chaque centime que j'avais investi dans leur entreprise. Leur réunion d'urgence du conseil d'administration devait commencer dans moins d'une heure, et ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Laissez-moi revenir en arrière et expliquer comment je me suis retrouvé dans cette situation. J'ai épousé Élodie il y a 5 ans. Elle venait d'une famille de vieille fortune, le genre de famille où dépenser 5 000 € pour un vin au dîner ne les fait même pas sourciller. Son père, Henri, dirigeait ce qu'il se vantait constamment d'être une entreprise de 50 millions d'euros appelée le groupe de La Roche. Je venais d'absolument rien. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 8 ans. Un conducteur ivre par une nuit pluvieuse. Le genre de tragédie si courante qu'elle fait à peine la une des journaux. Ma grand-mère, Hélène, m'a recueilli et m'a élevé tout en cumulant 3 emplois pour nous maintenir à flot. Je portais des vêtements de friperie et j'ai appris très tôt à rester silencieux et invisible, car être remarqué signifiait être moqué pour ses chaussures de supermarché et ses vestes de seconde main. Mais j'étais exceptionnellement doué en informatique et en mathématiques. Vraiment doué. J'ai commencé à créer des sites web pour des entreprises locales à l'âge de 16 ans. À 18 ans, j'avais économisé assez pour aller à l'université. À 22 ans, j'avais un diplôme, une entreprise de conseil en logiciel qui battait de l'aile, et absolument aucun filet de sécurité. C'est là que j'ai rencontré Vincent de Courcy, un homme de la vieille fortune qui avait réussi à garder son âme intacte. Sa famille avait fait fortune dans le transport maritime au XIXe siècle. Il m'a trouvé par l'intermédiaire d'une connaissance commune alors que je développais des logiciels pour une organisation à but non lucratif. Il avait 78 ans, une intelligence acérée, et il était seul de cette manière que les gens riches le deviennent quand ils réalisent que l'argent ne peut acheter de véritables liens. Nous sommes devenus de vrais amis. Il a été mon mentor, non pas de la manière condescendante qu'Henri essaierait plus tard d'adopter, mais avec un respect sincère pour qui j'étais. Il a vu quelque chose en moi à la fin, peut-être, ou la discipline qui vient du fait d'avoir grandi sans rien. Il m'a enseigné l'investissement, le capital, la façon dont l'argent fonctionne réellement quand on en a assez pour le faire travailler pour soi. Quand il est mort, 2 ans avant que je rencontre Élodie, il m'a tout légué. Pas publiquement. Ce n'était pas le style de Vincent. Il a tout structuré à travers des fiducies, des sociétés à responsabilité limitée et des véhicules d'investissement, le genre d'architecture financière qui gardait tout complètement privé. Il savait que j'aurais besoin de cette confidentialité. L'argent change la façon dont les gens vous voient. Il m'a dit une fois, vers la fin, assure-toi de savoir qui t'aime pour ce que tu es avant de leur faire savoir ce que tu as. Alors, j'ai gardé le secret le plus total. L'entreprise de conseil en logiciel était réelle, et j'appréciais sincèrement le travail. Cela me donnait une raison d'être occupé que les gens comprenaient. Mais sous cette vie normale, j'avais 38 millions d'euros d'actifs liquides, 19 millions de plus en immobilier, et un portefeuille d'investissement que mon conseiller, Marc Fournier, gérait avec une précision chirurgicale. Quand j'ai rencontré Élodie, j'étais juste moi-même, un homme qui travaillait dur, la traitait bien, et l'aimait avec l'intensité de quelqu'un qui ne s'attendait jamais à être aimé en retour. Elle était belle, brillante et gentille. Ou du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. Sa famille était incroyablement riche, mais cela m'était égal puisque j'avais mon propre argent. Ce dont j'avais besoin, ce que je voulais désespérément, c'était d'être accepté, d'être valorisé, que quelqu'un me regarde et voit quelque chose qui valait la peine d'être gardé. Je voulais appartenir à un endroit après des années à être l'étranger. J'ai été un imbécile complet. Pendant 5 longues années, j'ai assisté à des dîners dans leur immense manoir de Neuilly-sur-Seine pendant qu'ils me traitaient comme leur œuvre de charité personnelle. Henri m'appelait « mon fils », sur ce ton incroyablement condescendant qui montrait clairement que je ne serais jamais à la hauteur de ses exigences. La mère d'Élodie, Isabelle,
avait ce sourire figé, le genre que les femmes riches perfectionnent au fil de décennies de galas de charité et de rejets polis. Son frère, Alexandre, faisait constamment des commentaires désobligeants sur mes origines. Et Élodie, ma propre femme, laissait tout faire sans jamais me défendre ni prendre mon parti une seule fois. Je gardais la bouche fermée et ma situation financière réelle complètement secrète, voulant voir s'il me valoriserait un jour pour qui j'étais réellement plutôt que pour ce qu'il supposait que j'avais ou n'avais pas. Ce soir-là en particulier, celui qui a tout changé, j'avais passé des mois à examiner attentivement leur rapport financier trimestriel. J'avais remarqué des problèmes vraiment sérieux qui s'accumulaient. Leur division immobilière était absolument noyée sous les dettes. Une acquisition technologique du trimestre précédent avait été catastrophiquement mauvaise. Toute la structure de l'entreprise était dangereusement surendettée. Je voulais sincèrement aider. Alors, j'ai essayé d'en parler pendant le dîner de la manière la plus respectueuse possible. J'ai examiné les rapports trimestriels, ai-je commencé avec précaution. Il y a des tendances préoccupantes. Le ratio dette-fonds propre est problématique, et la division immobilière semble surendettée. L'acquisition technologique du dernier trimestre. Henri m'a coupé en pleine phrase avec un rire dédaigneux qui m'a fait me sentir tout petit. C'est adorable, a-t-il dit en prenant son verre de vin. Tu dois comprendre quelque chose. Tu penses en milliers. Nous pensons en millions. C'est la différence entre nous. Élodie s'est penchée en avant, son bracelet en diamant captant la lumière du lustre. Ce bracelet était un cadeau d'anniversaire de ses parents, jamais de moi. Chérie, peut-être devrions-nous laisser les discussions d'affaires aux gens qui comprennent vraiment les affaires, a-t-elle dit avec ce ton patient qu'on utiliserait avec un enfant confus. Quelque chose dans sa voix m'a fait la regarder vraiment, la voir véritablement. La femme que j'avais épousée semblait plus gentille dans mes souvenirs. Ou peut-être avais-je simplement été trop ébloui par son monde, trop désespéré d'appartenir, pour remarquer le côté tranchant qui avait toujours été là sous l'extérieur poli. Je comprends les affaires, ai-je dit, en gardant ma voix parfaitement égale. Des années à grandir dans la pauvreté m'avaient appris à garder mes émotions sous clé, à ne jamais donner aux gens la satisfaction de vous voir saigner. Je les étudie attentivement depuis des mois. Les ratios d'endettement sont problématiques. Henri a reposé son verre de vin avec un léger tintement qui ressemblait étrangement au marteau d'un juge. Laisse-moi être très direct. J'apprécie que tu essaies de contribuer à la conversation. Vraiment. C'est mignon, d'une certaine manière. Mais le groupe de La Roche est une entreprise de 50 millions d'euros. Nous avons des départements entiers remplis de diplômés des meilleures écoles de commerce dont le seul travail est d'analyser exactement ce dont tu parles. Nous n'avons pas besoin de, et il a fait une pause délibérée, et quelque chose de vraiment cruel a brillé dans ses yeux, ton argent de poche. Toute la table est devenue complètement silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler sur ce coûteux tapis persan. Alexandre a souri narquoisement dans sa serviette comme s'il venait d'entendre la blague la plus drôle. Isabelle est soudainement devenue extrêmement intéressée par l'étude de son verre de vin. Élodie fixait son assiette. Et cette réaction, plus que tout ce qui s'est passé, m'a transpercé comme une véritable lame. Elle ne m'a pas défendu. Elle n'a même pas semblé mal à l'aise que son père m'humilie. Elle est restée assise là, dans un silence complice. Je vois, ai-je dit très doucement. Henri a apparemment pris ma réponse tranquille pour une acceptation et un acquiescement complet. Il souriait maintenant largement, expansif et généreux dans ce qu'il pensait être sa victoire. Écoute, tu fais partie de la famille maintenant. Tu as épousé notre fille. Mais soyons réalistes sur ce que tu apportes réellement à cette table. Tu as ta petite entreprise de conseil en logiciel, tu travailles de chez toi, et c'est très bien pour ce que c'est. Mais ça, il a fait un geste large vers la salle à manger, le manoir, l'empire entier qu'il avait hérité et lentement mal géré, c'est de la richesse générationnelle. C'est un héritage. On ne construit pas quelque chose comme ça avec de l'argent de poche et de bonnes intentions. Non, ai-je convenu tranquillement, en sortant mon téléphone de ma poche. On le construit avec du capital. Exactement, a dit Henri, clairement satisfait que je comprenne enfin ce qu'il pensait être ma juste place dans la hiérarchie. Le capital, l'échelle, les relations, ce sont des choses qui prennent des décennies à se développer correctement. En parlant de capital, les jeux interrompus calmement, mes doigts bougeant déjà sur l'écran de mon téléphone, je dois passer un appel rapide. Excusez-moi un instant. Je me suis levé de table et j'ai reculé ma chaise.
Le tapis perçant sous mes pieds coûtait plus cher que la voiture que j'avais conduite à l'université, la même voiture dans laquelle j'avais vécu pendant 3 mois quand mon entreprise de conseil échouait et que j'étais trop fier pour demander de l'aide à quiconque. C'est drôle comme la vie fonctionne parfois. Ils avaient pris ma fierté pour de la gratitude, mon silence pour de l'acceptation, ma patience pour de la faiblesse. Nous sommes au milieu du dîner, a protesté faiblement Isabelle. Cela ne prendra qu'un instant, ai-je dit, me dirigeant déjà vers le bureau d'Henri. C'est assez urgent. Derrière moi, j'ai entendu Alexandre marmonner quelque chose de désobligeant et le rire doux d'Élodie me suivre dans le couloir. Ce son a résonné devant les portraits de famille des générations de La Roche s'étendant sur des décennies. Tous me regardant avec la même expression qu'Henri venait d'arborer, une condescendance amusée de la part de gens qui n'avaient jamais eu à se battre pour quoi que ce soit dans leur vie. Le bureau d'Henri était tout en bois sombre et en cuir, l'incarnation suffocante de la vieille fortune. J'ai fermé la lourde porte derrière moi et j'ai ouvert ma liste de contacts. Ma main était complètement stable lorsque j'ai passé l'appel. Cela m'a un peu surpris. Je pensais qu'elle pourrait trembler de colère ou de nervosité, mais ce ne fut pas le cas. Marc Fournier a répondu à la deuxième sonnerie. Je ne m'attendais pas à avoir de tes nouvelles ce soir. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi immédiatement, ai-je dit, en me dirigeant vers la fenêtre et en regardant les jardins du domaine des Delaroche. Plusieurs hectares à Neuilly-sur-Seine. Le pavillon de la piscine seul était plus grand que l'appartement dans lequel j'avais grandi avec grand-mère Hélène. J'ai besoin que tu retires tout soutien du groupe Delaroche. Tout. Silence à l'autre bout du fil, puis, avec précaution, tout. Tu parles d'environ 38 millions d'euros répartis dans divers véhicules d'investissement, prêts et participations. C'est 90% de leur capital opérationnel. Je sais exactement ce que c'est, ai-je dit calmement. Une autre pause. Marc était mon gestionnaire de placement depuis 4 ans maintenant, depuis avant même que j'épouse Élodie. Depuis avant que l'un d'eux ne sache que le type discret venu de nulle part avait bâti quelque chose de substantiel. Il m'avait vu transformer une entreprise de conseil en logiciel en difficulté en quelque chose de complètement différent. Il ne m'avait jamais demandé pourquoi je gardais le secret. Peut-être comprenait-il instinctivement que certaines personnes ont besoin de savoir qu'elles peuvent survivre complètement seules, que le filet de sécurité sous lequel elles dorment n'est pas emprunté à quelqu'un d'autre. Tu réalises ce que cela va leur faire, a dit Marc très prudemment. La division immobilière est à quelques jours d'une clôture majeure. Si nous retirons le financement relais maintenant. Je le réalise complètement. L'acquisition technologique du dernier trimestre a été structurée avec notre facilité de crédit comme garantie principale. Si nous exigeons le remboursement de ce prêt. Exige-le, ai-je dit fermement. La voix de Marc s'est adoucie quelque peu. Je te connais depuis longtemps. Je ne t'ai jamais vu prendre une décision par pure colère ou dépit. Je ne suis pas en colère, ai-je dit, et j'ai réalisé en le disant que c'était complètement vrai. Je me sentais absolument calme, lucide et clair, comme si j'avais marché dans un brouillard épais pendant 5 ans et que soudainement, le soleil l'avait dissipé. J'en ai juste complètement fini d'être invisible. Quand veux-tu que cela soit exécuté? J'ai regardé ma montre. 20h47. Maintenant. Tout. Immédiatement. Et Marc, assure-toi que les avis soient envoyés directement à l'adresse électronique d'Henri, celle qu'il vérifie obsessionnellement toutes les 5 minutes. Je veux qu'il le voie ce soir, pas demain matin. Cela va déclencher automatiquement leur protocole de réunion d'urgence du conseil d'administration. Leur statut exige une réunion dans les 12 heures suivant tout événement affectant plus de 25% du capital opérationnel. Je le sais. J'ai lu leur statut de A à Z, bien sûr, je l'avais fait. Pendant qu'ils pensaient que je lisais des histoires pour les enfants que nous n'avions pas encore, les enfants qu'Élodie repoussait constamment parce que son corps était encore parfait, et qu'elle voulait le garder ainsi, je lisais des documents d'entreprise et des états financiers. Pendant qu'ils supposaient que je regardais le football dans leur salle multimédia, j'analysais 5 ans de rapports trimestriels. Pendant qu'ils me souriaient à travers les tables de dîner et m'appelaient « mon fils » et « chéri » et pensaient que j'étais content d'être leur cas de charité, leur projet personnel, je construisais un empire très différent en silence complet. C'est fait, a dit Marc finalement après un long moment. Les documents arriveront sur leur serveur dans environ 15 minutes. Es-tu absolument sûr de cela? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de toute ma vie. J'ai mis fin à l'appel et je suis resté là, dans le bureau d'Henri,
un long moment, regardant la pièce qu'il considérait comme son sanctuaire privé. Les murs étaient entièrement couverts de photographies de triomphes commerciaux, de coupures de journaux encadrés annonçant des accords, de certificats d'actions de sociétés qu'il avait acquises. Il n'y avait pas une seule photographie d'Élodie nulle part. Pas une seule photo de sa fille. Juste des monuments à lui-même et à son prétendu génie. Quand j'ai ouvert la porte du bureau pour retourner dîner, Élodie se tenait juste là dans le couloir, attendant. Elle m'avait suivi. Ou peut-être avait-elle été envoyée pour voir ce que je faisais. C'était quoi, ça, a-t-elle demandé, avec une légère pointe dans la voix. Des affaires, ai-je dit simplement. Tu n'as pas ce genre d'affaires. Pas le genre qui t'éloigne d'un dîner avec mes parents. Comme si c'était urgent, n'est-ce pas? Quelque chose a vacillé dans ses yeux alors, l'incertitude. C'était une expression si étrangère sur son visage, comme si elle avait essayé un costume qui ne lui allait pas tout à fait. Tu es bizarre ce soir. Le suis-je? Je suis juste moi-même, Élodie. Peut-être ne l'as-tu jamais remarqué jusqu'à maintenant. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit, mais il n'y avait absolument aucune chaleur dans sa voix. Juste une défense réflexe. Non, ai-je convenu tranquillement. Ce n'est vraiment pas juste du tout. Nous sommes retournés ensemble dans la salle à manger où Henri tenait la cour, racontant une longue histoire sur la façon dont il avait déjoué un concurrent dans une affaire des années 80. Alexandre riait au bon moment, comme toujours. Isabelle souriait de ce sourire étudié. C'était tout leur monde distillé en une seule scène, des histoires de victoire, de domination, de remise des gens à leur juste place. Je me suis rassis et j'ai repris ma fourchette. Le filet mignon dans mon assiette avait refroidi, mais je l'ai quand même coupé et mâché méthodiquement. 9 minutes. C'est exactement le temps qu'il faudrait aux systèmes automatisés pour traiter les instructions de marque, pour que les retraits de capitaux se propagent dans leur système et déclenchent les protocoles d'urgence, pour que les courriels commencent à inonder la boîte de réception d'Henri l'un après l'autre. Comme je le disais avant l'interruption, a poursuivi Henri, sans même prendre la peine de reconnaître mon retour à table, la clé du succès en affaires est de savoir quand on a un véritable levier et quand on n'en a pas. Ce type avec qui je négociais pensait qu'il pouvait. Le téléphone d'Henri a vibré une fois. Puis il a vibré à nouveau, avec insistance. Puis il a commencé à sonner bruyamment. Voici ce qu'il en est de la pauvreté. La vraie pauvreté. On apprend à être invisible. On apprend à calculer si on peut sauter le déjeuner pour aider à payer les factures. On apprend que le monde est divisé entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, et qu'on est fermement dans la catégorie de ceux qui n'ont pas. Après la mort de mes parents, grand-mère Hélène s'est tuée à la tâche pour moi. Je portais des vêtements de seconde main et je faisais semblant de ne pas me soucier des moqueries, mais j'étais brillant en chiffres et en informatique. À 16 ans, je créais des sites web. À 22 ans, j'avais un diplôme, une entreprise de conseil en faillite et aucun filet de sécurité. C'est là que Vincent m'a trouvé. Il venait de la vieille fortune mais avait gardé son humanité. Nous sommes devenus de vrais amis. Il a été mon mentor, non pas de manière condescendante, mais avec un respect sincère. Quand il est mort, 2 ans avant que je rencontre Élodie, il m'a tout légué, structuré à travers des fiducies privées. L'argent change la façon dont les gens te voient, avait-il dit. Assure-toi de savoir qui t'aime pour ce que tu es avant qu'il ne sache ce que tu as. Alors, j'ai gardé le secret. Le travail de conseil était réel. Je l'appréciais. Mais en dessous, j'avais 38 millions d'euros d'actifs liquides, 19 autres en immobilier, et un portefeuille que Marc gérait de main de maître. Quand j'ai rencontré Élodie, j'étais juste moi-même. Je n'avais pas besoin de son argent, j'avais besoin d'acceptation et de valeur. J'avais été un tel imbécile. Tu possèdes Capital Morin, a répété Henri lentement. Oui. Le mari que tu pensais sans le sou. Élodie me regardait comme si j'étais un étranger. Mais nous vivons sur mon fonds en fiducie. Non, tu vis sur ton fonds en fiducie. Je vis avec mon propre argent. Je l'ai toujours fait. Tu n'as jamais dit. Tu n'as jamais demandé. Alexandre s'est penché en avant. Tu as été secrètement riche tout ce temps pendant que nous te traitions comme une œuvre de charité? Oui, ai-je dit simplement. C'est insensé, a murmuré Élodie. Pourquoi ne me l'aurais-tu pas dit? Suis-je ton mari?
Ou suis-je le garçon pauvre acceptable que tu as épousé parce que je ne menaçais pas la supériorité de papa? Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Tu nous as manipulés, a dit Henri, la colère se mêlant au choc. Tu nous as testés? Non, j'étais moi-même. Vous avez fait des suppositions. Vous m'avez traité comme si je ne valais pas la peine d'être écouté. J'ai simplement cessé de vous corriger. Isabelle a pris la parole, la voix tendue. Tu aurais dû nous le dire. C'est malhonnête. Laisse-le. Je me suis tourné vers elle. Était-ce honnête quand tu as caché ta dépendance au jeu? Celle qu'Henri a couverte pendant 15 ans pour environ 4 millions d'euros en paiement. Elle est devenue blême. Était-ce honnête, Alexandre, à propos de ces règlements pour mauvais traitement que ton père a payés? 3 femmes, 750 000 euros en accord de non-divulgation? Le sourire narquois d'Alexandre a disparu. Était-ce honnête, Henri, que le groupe de La Roche soit endetté au point d'être proche de l'insolvabilité? Que votre valorisation de 50 millions d'euros soit bâtie sur 38 millions d'euros de mon argent en prêt? Vous ferez défaut ce trimestre. Comment sais-tu? Je fais mes devoirs. Pendant que vous me méprisiez, j'ai lu chaque état financier, chaque document de prêt, chaque rapport. Je sais que la division immobilière s'effondre parce que vous avez surenchéri, en supposant que mon capital couvrirait le manque. Je sais que sans mon argent, il vous reste environ 6 semaines avant de devoir vendre des actifs pour couvrir les coûts. Le silence était complet. Vous n'êtes pas de vrais hommes d'affaires prospères, ai-je poursuivi tranquillement. Vous êtes juste riche. Il y a une différence. Henri s'est levé si vite que sa chaise est tombée. Tu n'as aucun droit. J'ai tous les droits. Le droit de quelqu'un qui a été traité comme un moins que rien pendant 5 ans. Élodie a tendu la main vers la mienne. Michel, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. J'ai reculé. Pouvons-nous arranger la façon dont tu me présentais à tes amis? La façon dont tu t'excusais pour mes vêtements? La façon dont tu supposais que je ne comprenais rien à l'argent? J'essayais d'aider, a-t-elle murmuré. Non, tu me gérais, tu me faisais rentrer dans la case que tu m'avais assignée, le mari pauvre mais adorable, chanceux d'avoir fait un beau mariage. J'ai de nouveau sorti mon téléphone. La réunion d'urgence du conseil d'administration est dans 1 heure. Tous les membres du conseil doivent y assister pour un événement de capital de cette ampleur. Tu nous détruis, a dit Henri, la voix tremblante. Pour des sentiments blessés. Non, je fais ça parce que vous avez clairement montré que vous me considérez comme inférieur. Parce que ma femme est d'accord. Parce que j'ai passé 5 ans à essayer de gagner un respect qui ne me serait jamais accordé. Je te respecte, a dit Élodie désespérément. Vraiment? Si je t'avais dit lors de notre premier rendez-vous que je valais 50 millions d'euros, m'aurais-tu aimé de la même manière? Elle a hésité. Juste 1 seconde, mais c'était suffisant. C'est bien ce que je pensais. Je me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, des chaises ont grincé alors qu'ils se levaient tous. Où vas-tu? La voix d'Élodie était au bord de la panique. Chez moi. Mon chez-moi. L'appartement que j'ai gardé à Paris. Celui dont tu ignorais l'existence. Tu as un appartement, a dit Alexandre. Quoi d'autre ignorons-nous? Tout ce qui compte, ai-je dit. Vous n'avez jamais demandé. Élodie pleurait de vraies larmes maintenant. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Je me suis arrêté. Vraiment? Ou aimes-tu le sentiment d'avoir sauvé quelqu'un? Ce n'est pas, je pense que tu m'as épousé parce que j'étais sûr. Parce que je ne menaçais pas la domination de ta famille. Parce que tu pouvais me montrer comme preuve que tu étais assez gentil pour aimer quelqu'un malgré sa situation. Malgré. Sa voix s'est brisée. Oui. Tu ne m'as jamais aimé pour qui j'étais. Tu m'as aimé malgré ça. Malgré mes origines, malgré mon manque de pédigré, malgré tout ce qui fait de moi ce que je suis. La réunion du conseil commence dans 1 heure, ai-je dit à Henri. Vous devriez vous préparer. La nuit va être longue. Je vais vous laisser couler ou nager par vos propres moyens. Je suis sorti, passant devant les portraits de familles de générations qui avaient méprisé les gens comme moi. Élodie m'a rattrapé à la porte. Dis-moi quoi faire. Comment arranger ça?
Il n'y a rien à arranger, Élodie. C'est juste la réalité. Tu as épousé quelqu'un que tu ne respectais pas. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi ne m'as-tu pas défendu au dîner quand ton père s'est moqué de moi? Elle ne pouvait pas répondre. Tu pensais qu'il savait mieux que moi. Parce que je ne suis que le gamin pauvre qui a eu de la chance. Arrête. Elle m'a attrapé le bras. Je t'aime. Peut-être que je n'ai pas été parfaite, mais je t'aime. Qu'est-ce que tu aimes? L'homme que tu pensais que j'étais ou l'homme que je suis réellement? Je ne connais pas l'homme que tu es réellement, a-t-elle murmuré. Tu ne m'as jamais laissé le connaître. J'ai été juste ici pendant 5 ans. Tu n'as jamais demandé. C'est vraiment en train d'arriver? Tu pars? Oui. Et nous? Notre mariage? Je pense que notre mariage s'est terminé il y a longtemps. Nous ne l'avions tout simplement pas remarqué. Si tu détruis l'entreprise de ma famille, je ne te le pardonnerai jamais. Élodie, je ne détruis rien. Je retire mon soutien. Si l'entreprise de ta famille ne peut pas survivre sans mon capital, elle n'a jamais été vraiment prospère. Elle était juste coûteuse. Je suis parti dans ma vieille voiture qui avait appartenu à grand-mère Hélène. Derrière moi, le manoir brillait comme un écrin à bijoux vide. Mon appartement parisien était calme. Vraiment calme. Je l'avais acheté il y a 3 ans pour 3 millions d'euros, et Élodie ne l'a jamais su. Il était à moi d'une manière que rien d'autre ne l'avait été. J'ai versé un whisky cher et j'ai regardé mon téléphone s'allumer d'appels auxquels je n'ai pas répondu. Marc m'a envoyé un message pour me dire que la réunion du conseil avait commencé, tous les avis ayant été livrés. Je lui ai dit de s'occuper de la logistique. Élodie a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais j'ai finalement décroché. Tu nous détruis, a-t-elle sangloté. Tu savais exactement ce que retirer cet argent allait faire. Oui, je le savais. Pourquoi nous ferais-tu du mal comme ça? Vous me faites du mal depuis 5 ans, Élodie. Vous ne l'avez juste jamais remarqué parce que je ne me plaignais pas. Que veux-tu de moi? Je voulais que tu me voies. Le vrai moi. Puis, doucement, je suis désolé. Quel est mon livre préféré? Quel est le nom de mon meilleur ami de l'université? Comment s'appelait ma grand-mère? Plus de silence. Elle s'appelait Hélène Morin. Elle est morte 6 mois avant que je te rencontre. Elle a travaillé 3 emplois pour m'élever, et tu n'as jamais pris la peine de te souvenir de son nom. Élodie a sangloté plus fort. Je t'aimais, ai-je dit, mais tu n'aimais pas moi. Tu aimais l'idée de moi. Ce n'est pas vrai. Alors dis-moi pourquoi tu pleures. Parce que je suis blessé ou parce que l'entreprise de ta famille s'effondre? Elle n'a pas répondu. C'était une réponse suffisante. Au revoir, Élodie. J'ai éteint mon téléphone. Au cours des 6 mois suivants, les choses sont devenues compliquées. Les avocats d'Élodie ont poussé pour un divorce rapide. Je lui ai donné ce qu'elle voulait, environ 24 millions d'euros dans le règlement. L'entreprise de sa famille a déposé le bilan. Les avocats d'Henri ont tenté de faire valoir que j'avais agi de mauvaise foi, mais chaque retrait était contractuellement légal avec une notification appropriée. Un juge l'a confirmé au tribunal. J'ai croisé Élodie dans un café à 3 rue du Palais de Justice après l'audience. Nous avons parlé, vraiment parlé, pour la première fois peut-être. Je ne sais pas qui tu es, a-t-elle dit. Je pensais te comprendre. Je suis exactement celui que j'ai toujours été. Tu n'as juste jamais regardé d'assez près. Nous avons discuté. Finalement, je lui ai demandé de nommer 3 choses à mon sujet qui n'impliquaient pas ce que je lui faisais ressentir. Elle n'a pas pu. Tu ne peux pas nommer 3 choses parce que tu n'as jamais prêté attention. Tu aimais l'idée de moi, mais jamais le véritable moi. Elle est partie. Juste comme ça. 5 ans se sont terminés dans un café. Je me suis jeté dans le travail. Mon ami Tom de l'école polytechnique m'a appelé au sujet d'une nouvelle entreprise d'intelligence artificielle, et j'ai investi. J'ai recommencé à coder, à construire quelque chose de réel et de mien. C'était une bonne sensation. Puis Juliette Lambert de la Fondation Avenir a appelé. Ils aidaient les enfants défavorisés à obtenir des opportunités éducatives. Elle me voulait au conseil d'administration. Votre histoire est inspirante,
a-t-elle dit. Quelqu'un qui est parti de rien et a construit quelque chose. J'ai pensé à moi, à 12 ans, calculant l'argent du déjeuner. À grand-mère Hélène, qui m'a tout donné. À Vincent, qui avait investi en moi. Il était peut-être temps de rendre l'appareil. Envoyez-moi les informations. Mais si je me joins à vous, je ne suis pas un trophée. Je travaillerai, j'aurai des opinions, je pousserai pour des changements. C'est exactement ce dont nous avons besoin. J'ai rejoint le conseil et j'ai fait un don de 5 millions d'euros sur 5 ans. Mais plus que de l'argent, je me suis impliqué. J'ai restructuré les opérations, établi des partenariats et encadré des jeunes intéressés par la technologie. Il y avait cette brillante jeune fille de 15 ans, Amélie, qui me rappelait moi-même, dévorant le code, affamée et concentrée. Je l'ai aidée à obtenir une bourse complète pour l'école polytechnique. C'était une bonne sensation. Pas comme une vengeance ou une victoire, juste bien. Environ 4 mois après avoir rejoint le conseil, Henri a appelé. Il était mourant. Cancer du pancréas, stade 4. 6 mois, peut-être. Je t'appelle parce que je te dois des excuses, a-t-il dit, la voix fatiguée. Je me suis trompé sur toi. Tu as essayé de me dire que l'entreprise avait des problèmes, et je me suis moqué de toi. Je t'ai traité comme un moins que rien. Pourquoi m'appelez-vous? Parce que je suis en train de mourir et que tu avais raison d'être prudent. Je veux te remercier de ne pas être la personne que j'ai traitée comme telle, d'être meilleur que ce que je méritais. Je lui ai dit qu'il avait encore le temps de faire quelque chose de significatif avec ce qui lui restait. Il est mort 4 mois plus tard. Je ne suis pas allé à l'enterrement mais j'ai envoyé des fleurs. Une semaine plus tard, Isabelle a appelé pour dire qu'Henri avait laissé 2 millions d'euros à la Fondation Avenir dans son testament. Il a dit que tu l'avais inspiré, que tu lui avais montré à quoi ressemblait une richesse significative. 3 ans plus tard, je donnais le discours d'ouverture lors d'un gala de la Fondation. Nous avions grandi pour servir 5000 étudiants dans 3 villes. Le fonds de bourse était doté de 15 millions d'euros. Nous étions devenus un cas d'étude en philanthropie évolutive. J'étais en coulisses quand j'ai vu Élodie. Elle avait l'air différente, plus posée et authentique. Elle était là avec sa compagne, Sarah, une enseignante qu'elle avait rencontrée en faisant du bénévolat. C'était bon de te voir, ai-je dit après que nous ayons brièvement parlé. Je suis content que tu ailles bien. Toi aussi. Bonne chance pour le discours. Je suis monté sur scène et j'ai commencé. Il y a 3 ans, j'étais assis à une table de dîner avec des gens qui pensaient savoir exactement qui j'étais. Ils avaient tort. Mais pendant 5 ans, je les ai laissés avoir tort parce que je voulais être accepté. Quand je suis finalement parti, je pensais faire une grande déclaration. Mais plus important encore, je me libérais pour devenir quelqu'un qui construisait des choses qui comptaient. J'ai parlé de la fondation, de la valeur intrinsèque, de la suppression des barrières au lieu de « sauver » qui que ce soit. De la façon dont j'ai grandi pauvre et invisible, appris à être petit, puis eu la chance d'avoir un mentor qui m'a vu. D'avoir passé 5 ans à essayer de gagner l'acceptation de gens qui avaient déjà décidé que je ne méritais pas le respect. Quand je suis parti, j'ai dû découvrir qui j'étais sans la performance. J'ai découvert que je suis un bâtisseur, mais j'avais bâti sur les fondations de quelqu'un d'autre. La Fondation Avenir est la mienne dans le sens où je l'ai choisie. Je la construis. J'y investis parce que j'y crois. Les applaudissements ont été soutenus. Nous avons recueilli 2 millions d'euros cette nuit-là. Après, Isabelle m'a trouvé. Votre discours était magnifique. Henri s'y est reconnu. Les leçons qu'il a enseignées à travers ses échecs. Il m'a beaucoup appris. Pas toujours de manière agréable. J'aimerais faire un don important, a-t-elle dit. 5 millions. Henri m'a laissé dans une bonne situation, et je réfléchis à ce que je vais en faire. Je veux créer un fonds de bourse à son nom. Non pas pour l'absoudre, mais pour honorer ce qu'il aurait dû être. J'ai senti quelque chose se nouer en moi. Cela changerait beaucoup de vies. Bien. Les vies devraient être changées. Nous avions les ressources depuis le début. Nous n'avons juste jamais demandé comment bien les utiliser. Après son départ, je suis resté là à digérer 5 millions d'euros de la femme dont le mari avait qualifié mes préoccupations d'« argent de poche ». Mais il ne s'agissait pas de symétrie.
Il s'agissait de prendre quelque chose de brisé et de construire quelque chose de meilleur. J'ai reçu un message d'Amélie, j'ai vu la diffusion en direct. Ce discours m'a fait pleurer. Merci de nous voir. Je suis rentré chez moi à travers les rues de Paris, passant devant des gens qui vivaient leur vie. Je n'étais plus invisible, mais je ne jouais plus un rôle non plus. J'étais juste présent, assez réel. Le documentaire sur la fondation a été tourné dans l'ancien domaine des Delaroche, 8 ans après ce dîner. La maison avait été vendue après la mort d'Isabelle, qui avait légué la majeure partie de sa fortune à la fondation. Parlez-moi de cette nuit, a demandé le réalisateur. Le dîner où tout a changé. J'ai regardé l'endroit où Henri s'était assis. Je suis venu en pensant que je pouvais aider. Ils ont ri, ont clairement fait savoir que je n'avais pas d'importance. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter d'accepter d'être invisible. Le regrettez-vous? Les retombées? Je regrette la douleur causée aux personnes qui ne le méritaient pas. Mais est-ce que je regrette de m'être défendu? Non. Je le referai. Après le tournage, Juliette a appelé. Les chiffres des candidatures viennent d'arriver. Nous avons 12 000 candidats pour l'année prochaine. Combien pouvons-nous en prendre avec le financement actuel? Peut-être 2000. Alors nous lèverons plus de fonds. Nous ne pouvons pas refuser 10 000 jeunes pour des raisons logistiques. C'est énorme. Lancer cette fondation l'était aussi. Nous trouverons une solution. J'ai jeté un dernier regard sur le domaine des Delaroche, je suis monté dans ma voiture et je suis retourné en ville. Le documentaire serait diffusé dans 6 mois, racontant l'histoire d'un homme qui a tourné le dos à la richesse et a trouvé un but. Mais ce n'était pas vraiment l'histoire. La véritable histoire était plus simple, une personne qui a décidé qu'elle était suffisante, qui a refusé d'être invisible, qui a investi sa valeur dans des choses qui le méritaient. La véritable histoire était celle de chaque jeune que nous avions aidé, à qui on avait dit qu'il n'avait pas sa place et qui avait prouvé le contraire. La valeur n'est pas gagnée, accordée ou approuvée par les autres. Elle est inhérente. Il faut juste être assez courageux pour la revendiquer. Parfois, cela ressemble à quitter une table de dîner où l'on n'est pas valorisé. Parfois, cela ressemble à construire quelque chose de nouveau. Parfois, cela ressemble à refuser d'accepter l'argent de poche quand on sait qu'on vaut bien plus. J'ai traversé la ville alors que le soleil se couchait. Quelque part, un jeune se faisait dire qu'il n'avait pas d'importance, que ses rêves étaient trop grands. Demain, peut-être trouverait-il notre fondation, aurait-il une chance de construire ses propres fondations au lieu de se tenir sur celle de quelqu'un d'autre. Et le cycle continuerait. La blessure transmuée en guérison. Le rejet transformé en